Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme promis, je vous retrouve pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler du G5 Sahel, de la présidence de la Mauritanienne et du bilan. Il y a une semaine, les 15 et 16 février, s'est tenu à N'Djamena, capitale du Tchad, le sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Dans le discours d'ouverture qu'il a prononcé à cette occasion, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel pendant l'année 2020, a rappelé la multiplicité des défis auxquels la sous-région est confrontée et souligné également que leur accumulation n'était pas une fatalité et que le Sahel disposait d'atouts importants pour y faire face. Ces défis relèvent bien sûr de 4 grands domaines: la sécurité, la gouvernance, le développement et la solidarité internationale. Notre édition ce soir est consacrée à l'état des lieux de tout ce qui s'est passé dernièrement, de manière générale, et au bilan de la présidence mauritanienne en particulier. Et nos invités ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Monsieur Ba Amadou Racine, ancien ministre et ancien ambassadeur également, et Monsieur Mokhtar Ould-Dahi, ancien ambassadeur également, Mohamed Abdullahi Ould-Taleb Abedi, qui est le directeur du Centre EDAR pour les études de sécuritaires et stratégiques. Messieurs, merci à vous de vous joindre à nous. Alors, avant de lancer ce débat, je vous propose de suivre un extrait du discours du président de la République. Au niveau de l'axe sécurité et défense, l'accélération de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, le renforcement des forces de défense et de sécurité nationale et la coordination renforcée avec la force Barkhane ont permis d'enregistrer d'importants résultats. Dans ce cadre, on peut citer la densification des opérations dans la zone des 3 frontières, le déploiement des premiers contingents de la Task Force Takuba, le lancement des travaux de planification de l'engagement d'une force africaine au Sahel de 3000 hommes et récemment la planification à Nouakchott d'une opération conjointe d'envergure au fuseau ouest. Ainsi, les forces de défense, de sécurité et de sécurité nationale et la force conjointe reprennent progressivement l'initiative dans les différents théâtres d'opération et les groupes armés terroristes enregistrent de plus en plus de pertes tant en matériel qu'en personnel, avec la neutralisation de plusieurs de leurs principaux leaders. Voilà, messieurs, vous avez suivi avec nous un extrait du discours du président de la République. Alors, la première question qui se pose, c'est quels sont en 2021 les principaux défis sécuritaires et de défense pour les pays du G5 Sahel? Nous allons commencer par vous, Monsieur Mohamed Abdullahi Ould-Taleb, étant le directeur du centre EDAR. On est responsable quand même de sécurité et défense au niveau de ce centre. Merci. D'abord, je voudrais un peu faire une petite analyse de la situation géopolitique de notre région pour dire que la Mauritanie, c'est le pays saharien par excellence. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine culturel, c'est notre aire géographique, c'est notre espace. Et donc, naturellement, nous sommes, de par notre histoire, orientés vers le Sahel. L'essentiel des migrations sont du nord vers le sud, y compris même pour aller vers les lieux saints, etc. Et la plupart des colonies mauritaniennes est au Sahel. Donc l'ensemble de nos intérêts, en tout cas la plupart de nos intérêts, se situent dans cette région. D'où l'importance pour nous de la résilience de l'organisation du G5 Sahel. Le président de la République, naturellement, particulièrement préoccupé par la situation dans la sous-région, et compte tenu des efforts importants qui ont été réalisés durant la présidence en exercice de la Mauritanie, a fait ressortir un certain nombre de points particulièrement importants. Le premier point qui, de mon point de vue, est le plus important, c'est la résilience de la force conjointe du G5 et l'anticipation des menaces depuis un certain temps. Maintenant, l'initiative est entre les mains de la force conjointe et de ses alliés, contrairement à ce qui s'est passé avant, où ce sont les groupes terroristes qui avaient l'initiative et qui attaquaient ces forces. Ensuite, il a évoqué le second point, qui n'est pas le moins important, qui est l'appui de nos alliés, la coordination avec Barkhane, mais aussi
l'internalisation de la lutte contre le terrorisme à travers la force africaine qui est en train de se déployer, la force tchadienne qui donc va se déployer au niveau des 3 frontières incessamment, c'est une décision du G5, et la force européenne. Cette force européenne était au début constituée de 5-6 États. Aujourd'hui, ce sont 10 États qui vont appuyer la lutte contre le terrorisme au G5. Donc ces différents aspects ont été réalisés durant la présidence mauritanienne. Et le sommet de Pau, puisque nous parlons pour le moment sur l'approche dure, nous aurons certainement le temps d'évoquer l'approche plus souple, qui est celle qui concerne le développement. Au niveau de la conférence, de le sommet de Pau, il a été décidé un certain nombre de mesures qui ont abouti, qui sont donc, dont le président de la République a fait le bilan au niveau d'N'Djamena, et qui sont donc ces différents aspects que je viens d'évoquer tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait revenir brièvement sur les principaux défis, justement, j'en parlais tout à l'heure, sécuritaires et de défense. Et après, nous pourrons voir notamment le bilan du président de la République. Parmi les bilans, donc j'ai évoqué un certain nombre de points ici. Les défis sécuritaires, c'est que d'abord nous avons, au niveau de la conférence au sommet de Pau, en ces temps, ce qu'on appelle le groupe État islamique était particulièrement, avait une puissance de feu assez importante et était menaçant pour toute la zone sahélienne et avait avancé compte tenu des désordres libyens et des problèmes qui se posent et avait réussi à traverser le Niger et qui menaçait déjà le Mali et le Burkina et était même positionné non loin des frontières mauritaniennes à l'ouest malien. Il a été décidé donc d'axer les opérations sur cette zone des 3 frontières. Et aujourd'hui, ce groupe est complètement, je ne dirais pas anéanti, mais en tout cas affaibli, et il n'a plus l'initiative des opérations, et il est confiné à quelques encablures de certaines frontières, et avec un groupe extrêmement restreint, avec aussi une force assez réduite. En dépit de la crise libyenne, qui constitue une menace réelle et stratégique pour la sous-région. Au niveau du second groupe, qui est ce qui est appelé le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ce groupe a été également, au niveau du sommet d'N'Djamena, il a été décidé également de mener un certain nombre d'opérations au niveau du nord. Et le président de la République a indiqué qu'une importante opération est en train de se dérouler sur le faisceau ouest, c'est-à-dire donc la frontière mauritanienne, pour déloger ces différents groupes de leur présence au niveau d'ici et du nord-ouest malien. Donc l'accent, dans un premier temps, au niveau du sommet de Pau, c'était d'affaiblir le groupe du GIS qui était résilient à cause de l'appui qu'il obtient de la Libye et des groupes également affaiblis au niveau du Moyen-Orient qui ont réussi à atteindre le territoire libyen et donc à s'infiltrer au niveau du Sahel. Disons, M. Ba, au cours de l'année 2019, la situation s'était quand même gravement détériorée. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la présidence mauritanienne, qu'en 2021, qu'on connaît quand même une situation qui s'est notablement améliorée? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation et de saluer ceux qui partagent le panel avec moi. C'est un honneur et un plaisir. Par rapport à votre question, la Mauritanie a pris la présidence du G5 Sahel à un moment très important. Il y avait des problèmes en réalité, non seulement sur le plan sécurité, mais il y a aussi des grands problèmes de développement en réalité. Et la situation était dans une situation, le sommet de Pau a permis de redresser la barre et avoir de nouvelles orientations, de nouveaux engagements. Et nous, quand la Mauritanie a pris la présidence, c'était un moment crucial pour le G5 Sahel. Crucial parce qu'il y avait les groupes armés étaient très en avance, très équipés, et ils descendaient plus au sud. Et ensuite, nous avons malheureusement eu cette maladie de corona, le 19. C'était arrivé à ce niveau-là. Mais nous sommes quand même, s'il faut faire le bilan qu'on voit pour le moment, nous avons, même si on n'est pas, à part la presse, si on n'est pas dans les secrets des dieux, et on ne connaît pas bien entre les chefs d'État, ce qu'ils disent entre eux, mais on peut nettement remarquer qu'il y a eu une amélioration sur le plan de la sécurité. Et que la peur, je ne dirais pas, a changé de camp, mais que
les pays du G5 Sahel ont repris plus ou moins le dossier, l'initiative en ce qui concerne... Mais les moyens des pays du G5 Sahel, justement, en 2019, étaient très limités, on peut dire. Aujourd'hui, est-ce que vous direz que le rapport de force s'est inversé? On ne peut pas dire que c'est inversé parce que la guerre n'est pas finie. Mais pour le moment, quand même, je crois que l'initiative revient du côté des forces du G5 Sahel. Initiative. Et qu'il y a eu beaucoup de pertes auprès en tout cas du côté des ennemis du G5 Sahel. Et parce qu'il y a eu un de leurs grands chefs qui a été éliminé durant l'année. Et d'autres points très importants que nous avions, en tout cas nous Mauritaniens, parce qu'il a été soulevé au sommet de l'année dernière ici et au sommet du mois de juin, c'était le problème de la dette. Je crois que notre pays a mis un accent particulier sur ça parce que ça affaiblissait les moyens. Et nous avons renforcé nos forces armées. Je ne suis pas bien placé pour en parler, mais si je vois les statistiques, nous sommes devenus pratiquement la 18e puissance dans le monde arabe, ce qui est quand même une amélioration de nos forces armées, même si nous ne sommes pas directement confrontés aux djihadistes. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes de développement. Et nous avons pu progresser dans ce genre de situation. On va pas à pas. Et on a pu avancer quand même. Il y a eu un pas en avant. Si on en croit même le communiqué des chefs d'État, quand ils ont fini leur réunion lundi et mardi dernier, ils ont tous loué qu'il y a eu un avancement, qu'il y a eu un pas supplémentaire vers la victoire que nous pouvons avoir. Même si la menace, ça grandit, parce qu'on va maintenant vers le sud, un peu plus au sud. Il y a une menace qui a grandi, mais aussi il y a une forte prise de conscience, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Il y a beaucoup de pays qui commencent, avec l'Alliance du Sahel, qui commencent à être de notre côté. Il y a les institutions même internationales qui commencent à étudier le véritable problème de la dette qui diminue les moyens de ces pays-là. Nous reviendrons sur ce problème de la dette. Monsieur Mortar Ouldahi, diriez-vous que la situation s'est quand même, disons, nettement améliorée entre 2019 avec la forte crise qu'on avait et 2021 avec la présidence 2020 de la Mauritanie? Oui, il y a toujours des indicateurs quand même. Il y a des indicateurs mesuраbles qui sont smart. Quelle était la situation et quels sont les indicateurs à notre disposition pour l'année 2020, selon le bilan qui a été fait lors du dernier sommet? Il y a 3 indicateurs. D'ailleurs, le président de la République l'a dit tout à l'heure, certains leaders et certaines pertes humaines fortes pour les camps adverses, c'est-à-dire les GAT, ce qu'on appelle les GAT, les groupes armés terroristes, ont été signalés. Des pertes dont des leaders d'ailleurs de ces mouvements et des pertes aussi dans les rangs des forces des GAT. Ça, c'est un indicateur. Le deuxième indicateur aussi, c'est qu'il y a une stabilisation des foyers des GAT. C'est-à-dire les foyers des GAT, c'est-à-dire les GSIM, l'État islamique, Boko Haram. Leurs foyers dans le Sahel, il n'y a pas eu d'élargissement. Il y a une stabilisation de leur foyer, alors qu'avant, il y avait un élargissement, une progression. Donc ça, c'est un deuxième indicateur. Et le troisième indicateur aussi, c'est selon les populations locales, l'initiative, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed Abdallah, c'est que l'initiative maintenant revient aux forces du Sahel, alors qu'avant, il y a peu d'années, l'initiative c'était dans les mains des GAT. Là, ce sont des indicateurs qui nous permettent de dire que le bilan de 2020, dont la présidence de la Mauritanie bien sûr, mais c'est le bilan de tous les G5 et des partenaires des G5 aussi, c'est le bilan de tout le monde. Mais c'est un bilan qui a été enregistré sous la présidence aussi de la Mauritanie, donc la Mauritanie a une grande partie, a une grande contribution. Mais ce bilan-là a été réalisé, ce bilan et ces indicateurs que je viens de vous dire qui sont misérables, qui sont les pertes au rang des leaders et soldats des GAT, c'est-à-dire groupes armés terroristes, et la stabilisation de leur foyer dans les différents pays du Sahel, et aussi l'inverse des rapports de l'initiative, pour ne pas dire le rapport de force. Tout ça, ça a été fait grâce à quelques actions faites ou réalisées sous la présidence de la Mauritanie. Donc la première, c'est quoi? C'est le renforcement des capacités opérationnelles de la force conjointe. Et qui dit renforcement, c'est-à-dire en termes d'équipement et en termes aussi de formation.
Et la deuxième action, c'est une meilleure coordination entre les forces conjointes, les forces nationales des différents pays et les forces, ce qu'on appelle, entre guillemets, les forces partenaires. Ce qui vient d'être cité tout à l'heure, les Européens, les Tchadiens, les Africains, les différents pays tchadiens, Makoba et autres, et le MINUSMA. Donc il y a eu cette année 2020 une meilleure coordination entre les différents acteurs militaires de sécurité, de défense et de sécurité, et de sécurité sur le terrain du G5, à savoir la force conjointe du G5, les 5000 hommes, et les différentes forces nationales des États, des 5 États, et la force des Nations Unies, et la force européenne et la force tchadienne qui agissent dans certaines poches. Donc une meilleure coordination cette année, ça a été enregistré, une meilleure coordination sous la présidence de la Mauritanie en 2020 entre les différents acteurs militaires dans ce qui a permis ces résultats-là. Autre aussi, c'est aussi, en termes d'équipement, c'est toujours la poursuite d'équipements et de construction, de réalisation d'infrastructures, par exemple le quartier général des QG de ce qu'on appelle l'antenne ouest et l'antenne est sont en train d'être construits. Et aussi certains postes avancés en ligne de confrontation avec les GATT aussi sont en train d'être construits. Et je crois que sur le plan défense et sécurité, il y a eu cette année 2020, parce qu'on évalue 2020 par rapport aux autres, il y a eu ces actions-là qui ont été réalisées. Et là, on doit dire que sous la présidence de la Mauritanie, ce qui a marqué, distingué la présidence de la Mauritanie du G5, c'est que cette présidence a dès les premiers jours, élaboré une feuille de route. Une feuille de route qui est très claire, déclinée en 37 actions et précisant 12 objectifs. Et les objectifs sont articulés autour de 5 actions. Donc le bilan de ces 37 actions et ces 12 objectifs a permis à chaque axe, par exemple défense et sécurité, il y a plusieurs objectifs et il y a plusieurs actions. Le maximum, on ne va pas dire que c'est 100% des actions qui étaient envisagées, programmées, ont été réalisées. Mais le maximum a été réalisé, ce qui a permis de donner ces résultats-là qui sont des avancées. À savoir, stabilisation des foyers, il n'y a pas eu d'élargissement, il n'y a pas eu de propension, et il n'y a pas de progression ni d'élargissement, et aussi il y a eu des pertes qui ont été signalées au niveau des rangs de ces GATT-là. Donc je crois que ce qui a marqué la présidence de la Mauritanie, c'est qu'il y avait une feuille de route, il y avait une feuille de route très claire, il y avait un comité interministériel, il y avait un comité technique, ce comité technique travaillait avec une étroite collaboration avec le secrétaire général du G5, donc c'était un meilleur suivi. Et ces résultats ont été réalisés dans les différents domaines, et on parle maintenant du domaine de défense et sécurité, malgré qu'il y a eu un nutri, à savoir le Covid. Malgré tout ça, il y a eu des réalisations, mais ces réalisations sont dues à une bonne programmation de débit, un meilleur suivi aussi, et grâce à la feuille de route et les outils mauritaniens, à savoir le comité interministériel, le comité technique et l'étroite collaboration avec le secrétariat général d'ici. Monsieur Ba, seriez-vous d'accord avec Monsieur Mortal concernant le renforcement en 2020 de la capacité opérationnelle de la force conjointe? Selon vous, dans quel domaine le renforcement est-il le plus notable? Vous avez vu, Absa, je souscris à ce que vient d'être dit. Et effectivement, il y a une nette amélioration. Il faut dire que le G5 Sahel n'est pas quand même très ancien et qu'il y a une progression nette que l'on voit. Et il y a eu un tournant décisif après le sommet de Pau. Et nous avons pris le relais de la présidence, je veux dire, mais malgré les difficultés de la pandémie, il y a quand même eu énormément d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du G5 Sahel. Je disais tout à l'heure, la peur a changé de camp. Peut-être pas, c'est peut-être trop tôt de le dire, mais incontestablement, il y a une reprise en main de la situation. Il y a une reprise en main de la situation au niveau des États. Et l'autre aspect aussi très positif, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à s'intéresser au G5 Sahel. Si on voit le dernier sommet de N'Djamena, il y a eu le président du Sénégal qui a assisté alors qu'ils ne sont pas membres. Il y a eu le premier ministre marocain qui a assisté alors qu'ils ne sont pas membres. Il y a eu des ministres de différents pays d'Afrique de l'Ouest qui ont assisté, même s'ils ne sont pas membres. Ça veut dire que le G5 Sahel commence à être, en tout cas, une vitrine. Parce que tout le monde se sent menacé.
on a sensibilisé tout le monde à savoir que c'est un problème qui ne concerne pas seulement le G5 Sahel, mais toute la sous-région, même un peu plus loin, et même sur le plan international. Parce que même les pays européens qui n'étaient pas très chauds au départ commencent à comprendre que c'est un problème qui concerne tout le monde. Et que nous sommes seulement la ligne de front. Mais qu'il y a d'autres, il y a des métastases qui peuvent se retrouver en Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. Ce qui explique qu'il y a un intérêt sur le plan international. Les gens commencent à comprendre que ça, c'est grâce à un certain leadership, grâce à une certaine propagande, grâce à une certaine sensibilisation que les différents pays ont eu à mener pour amener les gens à avoir cet aspect, généraliser la sensibilisation autour de ce problème. L'autre problème qui est non moins important, c'est le problème de la dette. Et on a lié ça dès le départ, c'est surtout la présidence, mais on a lié ça à la situation actuelle, de savoir que la dette fragilise les États qui sont sur cette ligne de front. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est que la sécurité ne peut pas aller sans le développement. Oui, justement, nous allons aborder ce volet développement, mais nous allons suivre un autre extrait du discours du président. Au plan du renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, des actions concrètes permettant d'assurer aux communautés locales un service de proximité et de créer un climat de confiance favorable au dialogue ont été entreprises. L'appropriation des cadres de conformité en matière de droits de l'homme à travers la judiciarisation des opérations de sécurité et le retour progressif de l'État se poursuit et se renforce. Nous saluons à ce titre l'appui en équipement et en formation de l'Union européenne, de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'opérationnalisation de la composante police de la force conjointe et pour la génération d'unités d'action rapide de surveillance et d'intervention et GARCI au niveau national dans les différents pays du G5 Sahel. Aussi, il importe de souligner l'organisation en 2020 de conférences régionales sur la lutte contre l'extrémisme violent où des oulémas et des érudits, des penseurs, mais aussi des acteurs de la société civile ont exprimé leur opinion, échangé et débattu en vue d'identifier les meilleures et plus efficientes voies pour combattre la radicalisation sous toutes ses formes, en particulier chez les jeunes. La 4e conférence sur le renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans l'espace du Sahel, organisée le 26 janvier dernier, est venue corroborer cette dynamique de dialogue intra- et intercommunautaire. Les pays du G5 Sahel sont résolument engagés sur la voie du renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Dans ce cadre, on peut noter avec satisfaction la relance au Mali du processus des accords d'Alger et le bon déroulement des élections présidentielles au Burkina Faso. Alors vous avez écouté avec moi l'extrait du président parler un peu de l'état de droit. Monsieur Mohamed, dites-nous, peut-on considérer le principe de prééminence de l'état de droit comme acquis dans l'espace du G5 Sahel? Est-ce que je peux dire un mot avant de quitter le premier Vous allez résumer ça, qui est la sécurité moi, et je la vais en parler défense. aussi, mais vous... Non, Quand non, vous pas de parlez- problème, ça allez-y, comme ça, après, je vous donne la parole. Justement, je vais retourner sur Bien sûr, la défense, parce que ce n'est pas encore clôturé. Il y a quelques... Oui, parce que tout à l'heure, avec les règles. de toute façon, nous allons parler de comment l'État concilie les impératifs de lutte contre... Moi, je voulais juste résumer ce qu'on dit, les amis, parce que l'approche que le président de la République a adoptée, c'est d'abord une approche interne et une approche externe. Une approche pour améliorer la capacité des forces locales à combattre par elles-mêmes les terroristes à travers de résilience. Et donc améliorer, la question que vous avez posée, améliorer les capacités opérationnelles et d'anticipation des forces, de la force conjointe et des forces des différents États. Compter sur les pays africains. Maintenant, on est en train d'implanter, de faire appel. Il y a une force africaine qui doit se projeter incessamment sur les territoires du G5 Sahel. Et faire appel aux autres puissances. Vous avez vu que Barkhane n'a pas diminué ses forces contrairement à ce qui a été dit. Et ensuite,
il y a une augmentation de l'appui des forces européennes à travers Takuba. Donc je pense que ça, c'est un travail que le président de la République a entamé, qui va se poursuivre avec la présidence tchadienne. Et l'élément le plus important sur lequel on doit revenir également, c'est l'appui d'un bataillon tchadien. Vous savez, les Tchadiens, c'est une force importante et combattante qui a déjà fait des grandes réussites dans la lutte contre le terrorisme et qui va intervenir dans la zone qui est jugée la plus sensible, c'est-à-dire la zone des 3 fronts. Maintenant, pour revenir à ce problème que le président de la République a... Non, M. Hamdallah, avant juste de clôturer, nous n'aurons pas beaucoup de temps, par rapport à la défense et rapidement. sécurité. Oui. C'est que le dossier, c'est quoi essentiellement? Les déficits, là où il y a les déficits, c'est quoi? C'est le plan de déficit. Force conjointe défense et sécurité, c'est que la doléance, la grande doléance du G5, c'est que la force conjointe soit mise au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce qui lui garantirait aussi bien la légitimité, mais la pérennité du financement. Ça, c'est la doléance principale des pays du G5. Ça, sur ce point, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu d'évolution, mais ce n'est pas la faute de la présidence ici, puisque comme ça a été rappelé au perchoir des Nations Unies, ça a été rappelé au Conseil de sécurité par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, par le président de la République à plusieurs reprises, et il y a eu des avancées. Certainement, il y avait des blocages diplomatiques quelque part. Espérons que ce sont des blocages qui étaient au niveau du Conseil de sécurité, au niveau même des membres de certains, peut-être au niveau je vais m'arrêter là, c'était au niveau des membres du Conseil de sécurité. Il y a là une forte doléance d'avancer dans ce sens. Justement, nous allons parler... Le communiqué du sommet de Tchad, sommet de N'Djamena, il a proposé à ce que les Nations Unies créent un bureau de soutien, un bureau des Nations Unies chargé du soutien de la force conjointe. Nous allons revenir sur cet aspect-là, juste au volet international. S'il n'y a pas eu des évolutions notoires, notamment visant l'objectif qui est l'éradication et l'élimination des GAT, des groupes armés de terrorisme, c'est que c'est un problème de financement, de pérennité de financement des forces conjointes. Merci beaucoup, M. Mokhtar. Revenons-en, M. Abdoulaye, rapidement, parce que le temps nous est compté. Comment on considère le principe de prééminence de l'état de droit? D'abord, on le dit toujours, quand on fait la guerre, il faut avoir une bonne assise populaire pour pouvoir faire la guerre. Et quand votre armée ne respecte pas le droit, ne respecte pas ses citoyens, elle n'a pas d'assise populaire et donc n'a pas la possibilité d'avoir un background pour mener à bien ses opérations et pour être sécurisé. Qu'est-ce qui a été fait? C'est que le président de la République l'a évoqué tout à l'heure, c'est que maintenant, on a judiciarisé les actions. Et on a lutté, il n'y a plus d'impunité. Et lorsque l'ONUDC, le président de la République a évoqué 2 organismes des Nations Unies, l'ONUDC et l'ONUDH, c'est-à-dire des droits de l'homme. Là, c'est pour permettre la poursuite judiciaire des auteurs des infractions et d'exactions contre les populations et tout acte hors la loi. Ça permet quoi? Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les populations se sentent en sécurité quand elles ont leurs forces de défense et de sécurité en action et qu'elles puissent soutenir leurs actions. Et il n'y a pas, là vous avez évoqué certains de ces problèmes à travers l'approche, c'est qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité. Et la justice, c'est la poursuite des auteurs des différentes infractions, des différentes exactions contre les populations, et même que, dans le cadre des opérations que nous menons, nous respections les droits de l'homme et nous respectons toutes les lois et les règles édictées dans ce domaine-là. Monsieur Ba, comment les États concilient-ils? Alors, on va pas s'en sortir, on n'a pas beaucoup de temps. On va finir avec ce volet gouvernance. Comment les États concilient-ils les impératifs de lutte contre les groupes armés, les conflits intercommunautaires et le respect de l'état de droit dans le G5 Sahel? C'est une très bonne question. Vous savez, le président vient d'en parler tout de suite, il faut une bonne gouvernance. De toute façon, c'est un des grands mots, MAUX, de nos États. Parce qu'il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. S'il y a parfois des velléités comme ça, c'est parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes de mauvaise gouvernance dans différents États. Ça, c'est un problème très important. Indépendamment, ou bien en addition
au comportement des armées vis-à-vis des populations civiles et qui entraîne des vengeances, des vendettas et tout ce qu'il y a. Ça, c'est un autre problème extrêmement important. Je crois que le président l'a souligné tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui est du chapitre 7 des Nations Unies, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas facile. Mais il y a eu des progrès. Le sommet en avril de l'année dernière, le sommet de l'Union africaine, en a posé, a fait la doléance. Je crois que c'est sur la bonne voie dans la mesure où il y a un changement de gouvernement actuellement aux États-Unis et ça peut avoir des répercussions, des conséquences. Mais ce n'est pas une revendication nouvelle parce que la MINUSMA, les forces des Nations Unies au Mali, est là depuis bientôt une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années. Mais ils ont cherché, ils font tout. Il faut espérer qu'avec l'arrivée de notre compatriote El Ghassemouane, qui va être, paraît-il, le prochain chef de la MINUSMA à Bamako, qu'on a la chance de faire avancer ça, ou bien en tout cas ça va tomber sur lui. Mais je sais que les différents chefs de la MINUSMA qui se sont succédés, certains que je connais, qui ont tout fait, mais la résistance était au niveau des membres du Conseil de sécurité, parce que le chapitre 7 a beaucoup de conséquences extrêmement importantes et qui sont nécessaires pour nous pour continuer la lutte. Alors, Monsieur Mortar, rapidement, dites-nous les élections qui sont passées en 2019 en Mauritanie, Burkina Faso et maintenant au Niger, des élections, disons, transparentes. Selon vous, est-ce une évolution significative démocratique au sein du G5? Je trouve le problème du G5, c'était quoi? Pourquoi un G5? G5, c'est un cadre institutionnel de coordination entre des pays qui partagent certains mots, MAUX, comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre, certains mots. C'était quoi ces mots? Notamment, c'était un problème de gouvernance. Pas dire des problèmes de bonne gouvernance, des indicateurs de bonne gouvernance qui ne sont pas atteints. Donc, le problème d'insécurité, le problème de terrorisme, des GATT, des groupes armés de terrorisme, c'est greffé sur certains problèmes de gouvernance locale et de gouvernance politique. C'est pourquoi l'un des leviers, d'ailleurs, du G5, c'est établir une bonne gouvernance. C'est pourquoi le président de la République l'a dit tout à l'heure, qu'il a souligné que cette année 2020 et 2019, la fin de 2020 notamment, a connu des élections, a connu un dénouement de la crise malienne après l'acte inconstitutionnel et le retour aux accords d'Alger, et il a signalé aussi des élections présidentielles transparente au Burkina Faso et au Niger. On est au deuxième tour au déploiement des résultats. Mais je ne veux pas vous dire que entre une guerre asymétrique, parce que c'est quoi? Ce qui se passe au Sahel, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique, ça veut dire quoi? C'est une guerre entre des forces de défense qui sont régulières et des groupes armés terroristes. Il se passe souvent dans une guerre asymétrique quelques dépassements des droits de l'homme. C'est pourquoi l'un des leviers aussi de la feuille de route de la Mauritanie, c'est améliorer la bonne gouvernance et rétablir la confiance entre les populations et les forces de sécurité. Sur ce plan-là, il y avait des actions qui étaient programmées et des actions ont été réalisées. Il y a 3 actions qui étaient programmées et qui ont été réalisées. C'est l'appropriation, comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, le président de l'exercice pendant 2020 du Sahel, c'était l'appropriation de la problématique des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité. Et là, c'est à travers quoi? C'est à travers un programme de sensibilisation des forces de sécurité et de défense qui agissent dans cette guerre asymétrique avec le groupe sur les questions de droits de l'homme. Et surtout c'est la redevabilité, la notion de redevabilité. Et c'est la notion qu'il n'y a pas qui est de l'impunité. Aussi, il y a eu des actions qui étaient programmées, qui ont été réalisées. La première action, c'est un programme élargi d'éducation et de sensibilisation au profit des jeunes, notamment sur cette problématique de terrorisme, parce que certains sont enrôlés par ces groupes djihadistes. Et sur cela, quelle action a été faite? Il a été signalé par le président de la République, et c'est dans le bilan, de la présidence mauritanienne, c'est qu'il y a eu l'organisation de certaines conférences qui regroupaient des oulémas, des érudits, des penseurs, des faiseurs d'opinion, pour éduquer les jeunes et les populations sur les dangers du terrorisme. Il y avait aussi l'organisation en Mauritanie
de la 4e conférence qui regroupait des forces de sécurité et des leaders de la société civile. Et c'est pour créer notamment un climat de confiance, parce que c'est là l'intitulé de cette action qui a été réalisée. C'est une conférence sur l'objectif, qui visait l'objectif de rétablir la confiance entre les populations et les forces de sécurité, les populations locaux et les forces de sécurité qui agissent. Donc, sur ce plan, aussi, il y avait, c'était l'un des objectifs. On fixe un objectif parce qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait un déficit. Et on fait des actions pour réaliser ces objectifs. Il y avait quelques actions qui étaient programmées dans la feuille de route et qui ont été réalisées. On ne peut pas dire que la confiance est rétablie maintenant entre les forces de défense et de sécurité dans le Sahel et les populations locales, mais on peut dire que pendant la présidence de la Mauritanie, pendant l'année 20, quelques réalisations ont été objectifs ont été atteints et quelques réalisations ont été atteintes. D'accord. Dans l'aspect développement, qui est le fer de lance des pays du G5 Sahel, écoutons un autre extrait du président de la République qui parle justement de cet aspect-là. Dans le domaine de la résilience, du développement humain et des infrastructures, plusieurs projets visant la lutte contre la Covid-19, les changements climatiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la résilience des entreprises, des jeunes, l'eau et la cohésion sociale ont été conclus ou finalisés. À cet égard, nous nous réjouissons du démarrage de 18 sur les 21 projets du programme de développement d'urgence PDU avec les partenaires membres de l'Alliance Sahel. De plus, des projets importants dans le domaine de l'urgence en lien avec le développement rural et la résilience face à la Covid-19 sont en cours, avec respectivement l'appui du Fonds international pour le développement agricole et la Banque africaine de développement. L'intégration régionale se renforce avec le processus de suppression des frais d'itinérance, le financement par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds arabe pour le développement économique et social en Afrique, de projets de tronçons routiers reliant les pays, ainsi que la finalisation de l'étude de faisabilité du projet du chemin de fer transsahélien. Le G5 Sahel capitalise sur un cadre d'engagement politique désormais établi et consensuel, et sur la mise en œuvre de ces plans programmatiques en matière de gouvernance et de développement. En outre, en dépit d'un contexte international et régional difficile, le G5 Sahel a pu, en 2020, mobiliser et engager les partenaires techniques et financiers internationaux en faveur de la mise en œuvre de sa stratégie de développement et de sécurité. Monsieur Ba, le contexte sanitaire Covid-19 vient se greffer déjà à une situation sécuritaire assez délicate et c'est qui a affecté énormément les populations. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les stratégies mises en œuvre pour, disons, l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout vulnérables, dans la zone d'insécurité? Vous savez, on parlait tout à l'heure de la bonne gouvernance et de la réticence de beaucoup de pays à venir en aide au pays du Sahel, aussi bien pour sa sécurité que pour son développement. Parce qu'il y a un grand problème, selon leur point de vue, peut-être à tort ou à raison, c'est qu'il n'y a pas de bonne gouvernance dans nos États. Et qu'il faudrait améliorer ça d'abord. Et que c'est la cause principale des choses. Si vous voyez par exemple ce qui se passe au Mali, vous avez le problème de la Libye, mais il y a des problèmes au niveau local. Il y a des partis, des groupes qui se sentent exclus. Et donc ce problème-là est un problème fondamental et ça se répercute aussi bien au Niger, on trouve les mêmes problèmes, ou bien au Tchad, ou bien au Burkina, un peu partout. Et que tant qu'il n'y a pas une certaine forme de gouvernance, en tout cas qu'ils apprécient, ils vont traîner les pieds pour venir aider le développement de ces pays-là. Parce qu'ils se disent, il y a de la corruption, il y a l'inéquité, la justice ne fonctionne pas et qu'il faudrait améliorer les justices de ces pays-là. Maintenant, s'ajoute à ça le corona qui est venu, qui a malheureusement diminué toutes nos forces et toutes nos ressources.
au lieu de les utiliser vers le développement, on va pour essayer de canaliser, aider les pauvres, faire certains projets, avoir des vaccins, avoir des choses, etc. Parce qu'on a réorienté nos priorités par rapport au développement économique et social de ces pays. Donc il y a ce problème de bonne gouvernance, de corruption dans différents États. Ce qu'ils disent, c'est ça qu'ils avancent. C'est les raisons principales avancées par les Occidentaux essentiellement. Alors, Monsieur Mohamed Abdullahi, on va revenir sur le volet développement, bien sûr, et l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout dans des zones sécuritaires, avec la Covid-19. Le président de la République, lorsqu'il a pris la présidence en exercice du G5 Sahel, il s'est fixé deux objectifs, deux approches, sécurité, développement. Et moi, je considère que pour ce qui concerne l'approche sécuritaire, a été développée à Pau, et l'approche développement a été développée au sommet de Nouakchott, avec la création de l'Alliance G5 Sahel, qui est composée de bailleurs de fonds qui appuient l'action de bonne gouvernance au Sahel. Et le président de la République a évoqué un certain nombre d'aspects. D'abord, le premier aspect concerne la lutte contre la marginalisation, la lutte contre l'exclusion. Celle-ci passe par quoi? Par l'intégration de ceux qui se sentent exclus et donc qui ne constitueront plus un réservoir pour appuyer ou pour aider les groupes terroristes qui constituent leur principale source de recrutement. À travers quoi? À travers une action économique d'envergure par la création d'activités génératrices de revenus. Il y a aussi des projets structurants qu'il a évoqués. Par exemple, les chemins de fer qui va relier toutes les capitales du G5 Sahel. La libre circulation des personnes et des biens dans cet espace. Et la Mauritanie tire son épingle dans cette affaire. Nous sommes le seul pays ayant une façade maritime dans ce G5 Sahel. Et donc, notre façade maritime sert à nos frères dans ce cadre-là. Et ça va permettre donc de mieux stimuler la coopération entre les différents États, de créer plus d'emplois et donc de lutter contre la marginalisation. Mais vous êtes d'accord avec moi, avec M. Ba également, que les projets ont été en quelque sorte réorientés, et surtout avec l'avènement de Covid-19, la maladie? La Covid-19 est un aspect. Et pour moi, je considère qu'il y avait une stratégie globale qui a été élaborée et qui, la Covid-19 en fait partie. Bien sûr, c'est un facteur freinant parce que c'est un objectif prioritaire dont le président de la République a évoqué les aspects qui ont été développés et qui vont aboutir. Notamment maintenant, nous avons besoin de vaccins. Dans le cadre de l'OMS, il y a le COVAX, et la Mauritanie et les différents pays G5 Sahel vont en profiter. Mais de mon point de vue, il y a plus important c'est trop dit, mais il y a en tout cas plus global. C'est-à-dire qu'il faut une approche qui inclut la confiance, le développement, la justice, la lutte contre la marginalisation pour lutter contre le terrorisme, pour avoir une base populaire qui permet aux forces de défense et de sécurité d'être en mesure d'avoir de son côté la population. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir par rapport à ça, c'est quoi l'approche développement, le président de la République, c'est une approche majeure. C'est quoi? C'est une approche qu'on dit douce ou souple, mais c'est l'approche majeure parce que si le plan idéologique, quand vous luttez contre le terrorisme, en enlevant ou en essayant de convaincre les gens qu'ils sont sur la mauvaise voie à travers un certain nombre de colloques, de séminaires, de formations, etc., en expliquant c'est quoi l'islam, c'est quoi le vrai islam, c'est quoi le respect de l'autre, etc., à travers les facteurs économiques, la création d'activités génératrices de revenus, le développement global, la liberté de mouvement dans cet espace. Je pense que ce sont des éléments importants et clés pour appuyer la deuxième variante ou la deuxième stratégie qui est celle de l'approche dure, qui est la lutte par la force armée. Monsieur Mokhtar, nous allons revenir tout à l'heure. Vous avez parlé des actions engagées par la Mauritanie, l'éducation, la lutte contre le terrorisme. Déjà, il y a eu la 4e conférence du renforcement de la confiance entre les forces de défense et tout. Quels sont les objectifs contenus dans ces actions-là, concrètement?
Oui, ces actions, on parlait de ces actions-là. Oui. L'objectif, c'était quoi? C'était de rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Parce que les GAT, les groupes armés de terroristes, ils recrutent généralement dans les populations locales. Ils sont de proximité avec ces populations locales-là. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que ces forces de sécurité et de défense gagnent la confiance de ces populations locales et qu'ils isolent les GAT. Mais là, pour revenir au dossier économique, puisque c'est ça le plus important, encore une fois, le Sahel, c'est quoi? Le Sahel, c'est une problématique commune entre les pays 5, mais c'est essentiellement, premièrement, un intrus sécuritaire, mais qui se greffe sur des problèmes de gouvernance, notamment de gouvernance économique. Pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a des gaps de développement d'ici et là. Donc on ne peut pas corriger le sécuritaire lui-même sans corriger la base, les fondements qui sont en réalité des gaps ou des mauvaises gouvernances économiques et des déséquilibres entre le développement entre des régions. C'est d'où le G5, c'est quoi? C'est deux composantes, une composante hard, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed Allah, qui est la composante sécuritaire, mais la composante soft, et qui est la principale, qui est la composante développement économique. Et surtout, bonne gouvernance au grand mot, mais surtout le développement économique, parce que c'est là le problème. C'est d'où les solutions. Si c'est là le problème c'est ça. Les solutions sont tout, c'est parce que les pays du Sahel n'ont pas les moyens pour financer la force conjointe. Et parce que le terrorisme, c'est transfrontalier, ce n'est pas destiné seulement aux pays Sahel, c'est destiné à tout le monde. Il ne connaît pas les frontières. Donc, d'où, parce que la question est internationale, la réponse doit être internationale. Que ce soit sur le plan sécuritaire par appui aux forces de sécurité, et là encore, il est tout à fait juste, il est tout à fait défendable que la force conjointe du Sahel soit sous le chapeau du chapitre 7. Il est tout à fait défendable. Je ne comprends, comme l'a expliqué tout à l'heure Excellence, Excellence, certainement, il y avait des réticences d'ici et par là. Espérons que ces réticences ont été levées. Mais encore une fois, c'est défendable, c'est juste, c'est conforme à la loi internationale. Je vais vous dire une chose. Sur le plan économique, là encore une fois, ce qui a distingué la présidence tournante de la Mauritanie, c'est qu'il y avait une visibilité, il y avait une feuille de route, il y avait des objectifs, il y avait des actions. Regardons ce qui a été réalisé. Je crois que pendant la présidence de la Mauritanie, malgré que ce n'était pas attendu sur le plan économique, parce qu'il y a eu l'intrus Covid, il y a eu quand même quelques réalisations majeures. Donc la première, c'est quoi? C'est la création de la coalition Sahel. Ici, à Nouakchott, en avril, le président Macron était là, et le premier ministre espagnol était là en présentiel, et le secrétaire général de l'ONU et d'autres leaders étaient à distance, étaient là dans un sommet. Pourquoi? Pour le lancement, ça s'appelle le lancement de la coalition Sahel. La coalition Sahel, c'est quoi? C'est un peu le G5, plus les partenaires internationaux qui comprennent et s'engagent à trouver le financement pour le développement et trouver le financement aussi pour la Mais diriez-vous qu'avec ce qui s'est passé dernièrement et tout, est-ce que les partenaires, vraiment aujourd'hui, on peut dire que les partenaires avec la coalition Sahel, est-ce qu'ils sont mobilisés ou est-ce qu'ils sont vraiment conscients de l'importance du G5 Sahel? Des fois, ils sont plus mobilisés. Mais encore une fois, le niveau de réalisation des engagements n'est pas encore au top. N'est pas au top. Mais la présidence mauritanienne s'est distinguée quand même par la création de ça, de la coalition du Sahel, donc un engagement international de plus, de mobiliser le financement pour le développement et de mobiliser aussi le financement et les troupes aussi pour appuyer la composante sécuritaire. Ce qui a distingué aussi la présidente de la Mauritanie, c'est quoi? C'est l'élaboration d'un cadre, je crois qu'il s'appelle cadre d'action prioritaire intégré. C'est le CAPI. Le CAPI, c'est un document important des actions qui sont prioritaires et qui sont maintenant connues pour le Sahel. Nos priorités sont là, dans un document de stratégie élaboré qui s'appelle le CAPI. Et là, c'est au niveau maintenant des partenaires, la balle est dans le camp des partenaires. Il y a eu des mobilisations de financement, mais il reste aussi beaucoup de gaps sur ce plan. Ce qui a distingué encore aussi la présidente tournante de la Mauritanie, axe développement économique et tout ça, c'est aussi la réalisation de 18 projets sur 21 projets inscrits dans le PDI. Le PDI, c'est quoi? C'est un document, le programme
d'actions d'urgence, de développement d'urgence, programme de développement d'urgence. 18 actions qui étaient programmées cette année, sur 21 ont été réalisées. C'est un taux de réalisation de 88%. 2 actions sont même sont lancées. Là, je vais mesurer le mot. Sont seulement lancées. 2 sont achevées. Mais le niveau de décaissement, encore une fois, pour dire votre nom, est très bas, est très en deçà des attentes. Donc, les engagements que l'Union européenne et la communauté internationale a pris en 2018, il y a eu l'Alliance, parce qu'il il faut différencier entre l'Alliance Sahel et la coalition Sahel. L'Alliance Sahel, c'est un forum de mobilisation, surtout de financement. Alors que l'Alliance Sahel, c'est plutôt aspect politique, diplomatique, sécuritaire et autres. En 2018, il y a eu une conférence à Bruxelles, organisée par l'Alliance Sahel. Il y a eu des engagements de plusieurs centaines de millions de dollars. Et jusqu'à présent, le niveau de réalisation et de tenue de ces promesses est en deçà des attentes. C'est d'où la problématique du Sahel. Elle n'est pas une fatalité, comme vous l'avez dit au début. C'est démontable, mais c'est démontable si toute la communauté internationale s'engage. Je vais vous dire 2 choses. À mon avis, s'il y a le chapeau du chapitre 7 des Nations Unies pour les forces conjointes, et s'il y a 70% de respect et de matérialisation des engagements financiers de la communauté internationale, nous pourrons venir à bout de ce problème sécuritaire. Merci, Monsieur Mokhtar. Alors, pour revenir rapidement, Monsieur Mohamed Abdallahi, qu'est exactement le partenariat pour la paix et la stabilité au Sahel? Bon, d'abord, lui, il a évoqué les programmes d'investissement prioritaires, qui est largement réalisé de mon point de vue, parce que il y a 18 projets sur 21 qui sont en très bonne voie et la plupart sont réalisés. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on aurait dû évoquer, bon, je ne sais pas si on aura suffisamment de temps, c'est l'administration. C'est qu'actuellement on travaille à approcher l'administration des entités et à ce que l'administration puisse retourner aux endroits où elle n'existait plus depuis un certain nombre d'années. C'est la restauration de l'autorité de l'État, des représentants de l'État à travers donc les différents services sociaux que l'État rend et qui sont nécessaires. Sinon, il y a d'autres qui vont profiter de ce vide pour donc s'incruster dans le tissu social et avoir la puissance. Maintenant, pour ce qui concerne l'action stratégique, le G5 Sahel, il lutte contre l'extrémisme violent, de mon point de vue, au nom de beaucoup d'acteurs. Vous savez, le Sahel, ce qu'ils ont appelé l'arc des crises, il est arc de crise à cause de sa position. Certains spécialistes français ont parlé par exemple de la descente ou de l'infiltration des terroristes vers le golfe de Guinée, ce qui est considéré une menace dangereuse parce qu'ils pourraient en ce moment-là coordonner avec les groupes terroristes déjà existants en Afrique centrale et donc ça deviendrait quasiment incontrôlable. Nous ici, donc, nous avons l'Europe à nos frontières et nous avons donc l'Afrique centrale également à nos frontières sud. Et nous avons bien sûr la mer Rouge et le Moyen-Orient de l'autre côté. Et nous avons cette crise libyenne qui constitue une menace latente, permanente, grave. L'action que le G5 Sahel mène aujourd'hui, c'est une action pour lutter contre l'extrémisme violent à travers le monde, à travers la sous-région, mais aussi à travers d'autres continents. D'où l'importance pour les différents États, que ce soit à travers Takuba, que ce soit à travers Barkhane, mais aussi à travers nos propres forces africaines, parce que l'objectif du président de la République, tel qu'il a énuméré, c'est d'abord qu'il y ait une force africaine qui assure la sécurité du continent africain. Alors on me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Ba, je vois que vous voulez parler rapidement. On va lancer le dernier extrait, comme ça vous pourrez rebondir là-dessus. Dernier extrait du président de la République. Au plan du renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement, et en dépit du contexte sécuritaire difficile et de la survenue de la crise sanitaire de la Covid-19, la présidence en exercice a soutenu activement le lancement de la coalition pour le Sahel, la mise en œuvre des engagements du sommet de Pau et la formalisation du dialogue politique avec l'Alliance Sahel. Cette dynamique diplomatique d'accompagnement a donné une réelle impulsion à la coopération et permis de renforcer la lutte contre le terrorisme, d'améliorer les capacités militaires des États du G5 Sahel, d'appuyer le retour de l'État et des administrations dans les zones sensibles et de faciliter la mise en œuvre d'activités de développement.
Une intense activité de plaidoyer continue par ailleurs à être menée pour obtenir un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et un financement de la force conjointe, une assistance internationale pour lutter contre la crise de la COVID-19 et pour un soutien continu en matière de développement, eu égard à l'éviction des dépenses en matière de sécurité sur les budgets de nos États. Aussi, grâce aux efforts consentis par les pays membres et au soutien agissant de nos amis et partenaires, notre organisation a pu occuper une place importante dans l'agenda international à travers une dynamique politico-diplomatique marquée par de multiples rencontres au niveau des chefs d'État et des ministres. À la faveur de ces rencontres, nous avons adopté le nouveau cadre d'action prioritaire intégré qui vise la réalisation de projets à impact rapide dans les zones sensibles. Le G5 Sahel dispose aujourd'hui d'un cadre d'engagement politique et programmatique rénové pour concrétiser davantage son action en faveur des conditions de vie et du bien-être de ses populations. Alors, Monsieur Ba, je vois que tout à l'heure vous vouliez rebondir sur le volet un petit peu partenariat international concernant un petit peu où est-ce que nous en sommes avec le plaidoyer pour le G5 Sahel. Moi, je crois que au niveau du plaidoyer, on a fait des avancées. Mais ce qui est certain, c'est que personne ne le fera à notre place. Il faudrait que les pays africains, les concernés, prennent à bras le corps ce problème. C'est un problème qui va vers la destruction des États. Il faudrait que les gens prennent ça plus au sérieux. Enfin, il y a des vies, il y a des gens qui, quand même, désarmés, il y a des gens qui perdent leur vie. Je ne peux pas dire qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que personne ne va défendre l'Afrique pour les Africains. Il faudrait que, c'est ce que Idriss Déby disait à la fin, il faudrait que nous défendions nous-mêmes. Et pour cela, il faudrait qu'on améliore la gouvernance. Et il faut qu'il y ait plus de justice et plus d'équité dans les États et plus de démocratie. Si vous avez des États où il y a, par exemple, l'armée se comporte comme un territoire, comme elle fait ce qu'elle veut, elle tue des choses, c'est les enfants de ces martyrs qui prennent les choses, qui rejoignent les djihadistes et qui combattent. C'est un cercle vicieux, on est là-dessus. Il faudrait qu'il y ait le maximum possible d'efforts faits pour que les pays... Et de quel effort nous parlons? Je parle de construction des États de droit. Il faut qu'il y ait des appareils. Si vous avez par exemple un pays où la moitié de la population, il n'y a même pas de préfet, il n'y a pas de commandant de brigade, il n'y a pas de médecin. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, la nature a horreur du vide, il y a quelqu'un qui va prendre la place. Il faudrait qu'il y ait le maximum, c'est les États africains qui doivent avoir une politique de bonne gouvernance et pour qu'il y ait justice et le manque de pas de marginalisation et pas d'exclusion. À partir du moment où il y a ça, c'est le terreau. On ne peut pas, je ne veux pas terminer par une note pessimiste, oui, mais je veux dire simplement que l'effort, nous avons des efforts particuliers, je parle de nous, presque tous les pays africains, surtout dans le Sahel. Il est important qu'il y ait des efforts pour qu'il y ait une justice, une équité, une bonne gouvernance, lutte contre la corruption pour qu'on puisse se développer. Sinon, pour beaucoup de pays européens, beaucoup de pays de grève, pour eux, on rentre en tonneau vide. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans nos États, dans notre capacité à nous développer. Et il y a des efforts énormes à faire de ce côté-là. Êtes-vous d'accord, M. Mohamed Abdallahi, avec M. Ba, surtout peut-être que le retardement, peut-être de retard des financements et autres peut être lié à cette question, justement? Non, pas très pessimiste, quand même pas pessimiste pour ça. Je pense que le président de la République a fait une feuille de route, mais seulement, là, ce qu'il fait, c'est qu'il tire une conclusion pour son successeur. C'est quoi? C'est le développement. Il a insisté sur les activités économiques à effet immédiat. C'est quoi? C'est-à-dire qu'elle s'adresse aux couches les plus démunies, les plus défavorisées, les jeunes, les femmes, etc. Et qui sont généralement les cibles des groupes de l'extrémisme violent. Un aspect aussi important, c'est quand même, il faut le dire,
tous les États du G5 Sahel ne sont pas dans la même situation. Un pays comme la Mauritanie, qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés des autres États, de toutes composantes de ces différents États, qui n'a pas connu d'action terroriste depuis 2011, c'est qu'il a quelque chose à proposer. Il a proposé une stratégie multidimensionnelle que le président de la République vient d'évoquer à travers ces différents aspects. Il a décliné ici l'aspect développement, l'aspect respect des droits de l'homme, l'aspect respect des citoyens, l'aspect services sociaux de base à travers une administration implantée dans les différentes zones du pays, l'aspect international, donc l'appui que les États doivent apporter aux États du Sahel pour financer leurs activités, aussi bien de développement que de lutte contre l'extrémisme violent qui menace tout le monde. D'accord. Monsieur Morta, diriez-vous, qu'est-ce qui peut freiner aujourd'hui le plaidoyer justement du G5 Sahel pour la mobilisation accrue des financements? Vous parlez d'être sous le chapitre 7 des Nations Unies. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui freiner justement cet appui? Qu'est-ce qui peut freiner justement le financement que doit ou qu'a déjà promis, qu'a promis les pays dans le monde? Il y a toujours deux composantes. Il faut séparer les deux composantes. Il y a la composante sécuritaire et la composante de gouvernance et notamment développement. Parce que le problème, c'est quoi? Au Sahel, c'est un problème de sécurité, mais c'est greffé sur des problèmes d'injustice sociale, de mauvaise gouvernance, de développement économique déséquilibré. Donc il faut corriger ces dysfonctionnements-là en matière de gouvernance pour pouvoir isoler les GATT, les groupes armés de terroristes. Qu'est-ce qui bloque? C'est que pour le moment, la solution est très claire. Pour le Sahel, le développement de la stratégie est très clair. Il faut deux composants, deux piliers qui vont en même temps. Si on fait fonctionner, marcher que la composante sécuritaire, c'est raté. Si on fait marcher et fonctionner que la composante développement ou la composante développement économique, c'est raté. Il faut le deux. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est pourquoi la stratégie, il y a le deux. Pour la stratégie sécuritaire, la composante sécuritaire, la solution pour le Sahel, c'est la force conjointe. Elle est là. Et d'ailleurs, la présidente de la Mauritanie a connu quoi? A connu une nette amélioration progressive du nombre et de l'effectif des soldats, de l'effectif, de l'équipement et de la formation de cette force conjointe. Mais il y a toujours ce problème de financement. Et la solution est très claire et diplomatique. C'est le mandat, comme l'a dit tout à l'heure le président en exercice, le président mauritanien, le mandat du chapitre 7 qui est défendable, qui est conforme à la loi internationale. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est qu'il y avait des problèmes au niveau. Il y avait quelques membres au niveau du Conseil de sécurité qui ne sont pas encore convaincus par ce mandat. Espérons que la Mauritanie a posé ce problème. A reposé ce problème, il a reposé aussi. Il y a eu des avancées diplomatiques. Espérons que pendant la présidence tchadienne, qu'on arrive à placer. Oui. Si on arrive, la question sécuritaire est presque résolue. La question de développement, c'est toujours un problème de mobiliser beaucoup de financement auprès de plusieurs partenaires, mais encore une fois, la réalisation de la présidence mauritanienne, c'est qu'elle a pu mobiliser plusieurs partenaires techniques et financiers diversifiés, dont la BAD, qui est la Banque africaine de développement, le BEDA, qui est la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, le FADES, qui est le Fonds de développement arabe et tout ça, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne. Donc, plusieurs acteurs. Et là, la coalition du Sahel et l'Alliance du Sahel, c'est des forums pour une meilleure lisibilité et mobilisation. Je dois dire, laissez-moi vous dire que la présidente de la Mauritanie a réalisé des avancées. Des avancées au niveau sécuritaire, on les a dit. C'est misérable, à travers 3 indicateurs qui sont misérables. Il n'y a pas eu d'avancée, c'est-à-dire il y a une stabilisation des foyers des GATT. Boko Haram, État islamique, ou GSM, et tous, leurs foyers sont stabilisés. Il n'y a pas eu d'élargissement. Deuxième, il y a eu des pertes au niveau de leurs leaders, de leurs soldats. Troisième, il y a eu maintenant l'initiative maintenant revient aux forces nationales, aux forces conjointes du Sahel, les partenaires, plutôt qu'il y a quelques années c'était. Il y a eu aussi des avancées au niveau du développement, on l'a dit.
Tout à l'heure, Mohamed Allah, il a dit qu'il y a eu une réalisation d'une étude de faisabilité du chemin de fer qui part de Nouakchott en Djamena, c'est pas rien. L'étude de faisabilité a été faite et c'est le financement du G5. Espérons la mobilisation. Étude aussi de faisabilité de la dépense sécuritaire. Ce qu'il faut pour la maîtrise de la fonction de la composante sécuritaire est fait. Je crois que sur les 4 axes, les 37 actions et les 12 objectifs, la présidence mauritanienne s'est distinguée par une meilleure programmation et de bons résultats. Merci beaucoup, Monsieur Mortal Dahi, ancien ambassadeur, et merci également à vous, Bahamadou Racine, et merci également à Mohamed Abdullahi Ouddaleb Abidi. Merci d'avoir partagé avec moi ce plateau. C'était un sujet très passionnant, mais malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, Rabia Deida, bien sûr, et Madani Dramé, toute l'équipe. Merci beaucoup et très bonne suite de programme sur El Mauritania.